IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un médecin ce soir, c'est une émission par téléphone. On va vérifier si ça marche tout de suite. On va vérifier. Il s'appelle Alain Scoui. Vous m'entendez, Alain? Vous êtes là. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette antenne. On s'était eu il y a très longtemps. Je pense que c'était... Oui. On avait passé une nuit ensemble. Enfin, une nuit ensemble, c'était les nuits d'âme de cœur. Hein. On précise que les auditeurs ne se fassent pas d'illusions. Oui. C'était du temps où il y avait des nuits qui duraient 6 heures. Et donc, ça remonte à longtemps. Donc, vous êtes médecin. Oui. Vous avez d'abord été médecin de campagne en 73 dans l'Aveyron. Ensuite, dans le cadre de votre pratique, vous avez été très rapidement effaré par la santé déplorable des petits-enfants que vous aviez dans vos mains. Donc, vous pouvez peut-être continuer maintenant cette histoire. Oui, donc c'est vrai, j'ai été frappé très vite parce que j'étais dans l'Aveyron, c'était une région très rude, mais les gens étaient acclimatés au pays, ils étaient originaires de là et les enfants auraient dû très bien supporter le climat. Or, ils étaient malades 25 jours par mois, du mois de septembre jusqu'au mois de juin, quoi. Donc c'était vraiment des otites, des trachéobronchites, des laryngites striduleuses, des gastroentérites, enfin ça n'arrêtait pas. Et j'étais obligé de m'équiper très vite avec de l'oxygène, il me fallait vraiment faire tout puisque j'étais à 40 km du plus proche hôpital. Et c'était vraiment une situation étonnante et surprenante parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je sortais de la faculté avec des idées très arrêtées. J'avais subi mon petit lavage de cerveau pendant 8 ans. C'était efficace. Voilà, donc je me suis posé des questions. J'ai parlé aux confrères locaux qui trouvaient ça tout à fait normal. C'était très rentable financièrement puisqu'on était sans cesse sur les routes ou en consultation à droite à gauche, mais ça ne me paraissait pas convenable. Et par conséquent, j'ai commencé par me dire peut-être qu'il y a un problème de diététique. C'était une époque où l'allaitement maternel était déconseillé. Il n'était pas du tout à la mode. Donc, je me suis dit, il faut reprendre l'allaitement maternel au moins jusqu'à 6 mois. Il faut essayer de remettre un peu plus de bon sens dans la diététique qu'on impose à ses petits-enfants. Donc, j'ai essayé ça pendant 1 mois. Et sans aucun résultat. Ça n'a absolument rien apporté de mieux. Et puis tout d'un coup, j'ai eu un flash. Donc ça a été au bout de 3 ans. Il m'a fallu 3 ans pour commencer à réfléchir un peu, quelque part, redevenir un peu intelligent. Je crois que c'est ça. Et je me suis dit, mais après tout, quand on regarde les courbes de croissance des enfants, ils grandissent de 4 à 5 cm par mois les 9 premiers mois de la vie et ils grossissent de 500 grammes à 1 kilo par mois. Donc c'est une période de croissance absolument monumentale qui est absolument épuisante si on fait une règle de 3 par rapport, un petit calcul mathématique par rapport à un adolescent. On sait qu'un adolescent grandit d'1 centimètre par mois pendant quelques années et il en est épuisé. Mais un adolescent mesure 1m50, donc imaginez si un adolescent grandissait de 15 cm par mois, il serait grabataire, quoi. Voilà, donc prendre conscience de ça, ça a été déjà un premier pas, et puis après je me suis dit, mais pendant cette période de 9 mois, on leur fait subir donc le vaccin antivariolique, le BCG, et puis à l'époque c'était le tétracoque. Alors le tétracoque, on a l'impression que c'est 4 vaccins, en fait c'est 3 et 3, 6, c'est 6 vaccins chaque fois. Et donc je me suis dit, donc ils avaient le BCG, le vaccin antivariolique, 3 injections de tétracoque. Ce sont des maladies artificielles soi-disant atténuées, mais bon, ça va quand même pas être inoffensif. Et donc j'ai demandé aux mamans d'attendre que leur bébé ait entre 9 mois et 1 an pour commencer les vaccins. Donc ce qui est tout à fait légal puisque la loi impose que les vaccins soient débutés avant l'âge de 1 an, mais elle ne dit pas qu'il faut qu'ils soient débutés auparavant. Voilà. Et là, je suis rentré dans le calme, c'est-à-dire que je n'ai plus jamais eu d'urgence pédiatrique. Les enfants n'étaient plus jamais malades. C'est hallucinant. Et donc, je faisais mes visites de routine 1 fois par mois pour peser, mesurer et constater que tout allait bien. Et tout allait bien, effectivement. Et puis, voilà. Donc, je
je n'ai plus eu à prescrire d'antibiotiques, à assumer des urgences pédiatriques ou autres. Et donc, ça a été vraiment très, très marquant pour moi. Je me suis vraiment dit que là, il y avait un point très important. Voilà, puis c'est à partir de là que petit à petit, entre-temps, je m'étais lancé sur l'homéopathie parce que je voulais trouver des thérapies un peu moins agressives que la cortisone et les antibiotiques. Et puis donc, les paysans locaux n'étant pas très chauds pour l'homéopathie, j'ai fini par quitter l'Aveyron pour m'installer à Orange, où j'ai exercé donc de 1978 à 1996 la date de ma radiation. Et vous avez été radié pour délit d'opinion. Voilà, disons qu'en 1994, quand l'État français a imposé la vaccination anti-hépatite B dans les collèges et lycées français, bon, moi j'étais déjà père de nombreux enfants, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément touché. Je me suis dit, est-ce qu'on prend pas un risque important, d'autant plus que c'était le premier vaccin fabriqué par OGM, c'est-à-dire organisme génétiquement modifié. Voilà, donc je me suis dit, bon, il faudrait quand même peut-être être prudent. Ces gamins, ils ont déjà vécu beaucoup de vaccinations, on leur en colle un de plus. Voilà, donc je n'étais pas conscient de grand-chose de plus à ce moment-là. J'en étais encore à des balbutiements par rapport au vaccin. Et donc j'ai écrit à mes confrères du Vaucluse à l'époque, puisque j'étais sur Orange, en leur demandant d'être prudents, de faire attention et peut-être de ne pas obéir aveuglément, de vérifier avant tout vaccin, etc. Et puis bon, c'est une entreprise énorme parce que dans un département, il y a un nombre de vaccins, de médecins incalculable. Et donc je me suis dit, bon, plutôt que de passer comme ça par tous les médecins, je vais écrire au Conseil de l'Ordre, il a un bulletin et c'est sa mission de normalement de s'occuper de ce que la médecine soit exercée correctement. Donc j'ai écrit au Conseil de l'Ordre en leur demandant de reléguer l'information. Donc entre-temps, il y avait eu un certain nombre de plaintes de mes confrères du Vaucluse disant que j'étais fatigué mentalement, etc., etc. Et puis le Conseil de l'Ordre, quand il a reçu ma lettre, a porté plainte contre moi devant lui-même. Donc là, c'était clair, il était à la fois bien sûr jugé parti. Donc il y a eu un débat qui a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans de discussion tout à fait passionnante, parce que je leur expliquais par exemple que scientifiquement parlant, tout le monde sait que le vaccin antitétanique ne sert strictement à rien, puisque si on admet la réalité et l'efficience des anticorps, ces anticorps sont dans le sang, alors que la toxine tétanique se trouve à l'intérieur des neurones, à l'intérieur des cellules nerveuses. Donc, ils ne se croisent jamais, donc ils n'entrent jamais en contact. Donc, à cet argument scientifique, on nous répondait, monsieur, vous êtes insolent. Vous êtes un quoi ? Insolent. Insolent. J'étais D'accord. un homme très insolent. Oui. Voilà. Bon, enfin, bon, ils vous ont radié, tout simplement. Donc, j'ai été radié à vie. Alors, sur le site Wikipédia, on dit un ex-médecin, mais en vérité, vous êtes toujours médecin, même si vous êtes radié. Hein. Médecine, ça, donc, on remet les pendules à l'heure. On va pas parler de ça maintenant, mais c'était un peu pour vous définir. Donc, après, vous êtes parti, vous avez quitté un peu la France. Oui, après, j'ai été obligé de quitter la France parce que j'avais une menace de contrainte par corps pour une prétendue dette fiscale, puisque quand on est radié de l'ordre, on n'a plus du tout de revenus. Et donc, je n'avais plus de compte en banque, plus rien. Donc, contrôle fiscal. Ah, monsieur, vous n'avez pas de compte en banque, c'est pas grave, on vous redresse sur la base de vos revenus de médecin quand vous travaillez. Oui, mais vous ne travaillez plus, donc. Voilà. Et donc, je ne travaillais plus. Je faisais juste quelques conférences et j'animais quelques associations qui étaient parfaitement en règle. Mais j'ai eu droit à un contrôle fiscal monumental et puis contrainte par corps. Voilà, donc on est parti 15 ans en Espagne et puis là nous sommes rentrés en France, nous sommes dans la région de Bordeaux, à une petite heure de Bordeaux dans le sud-est, dans la Gironde. Alors vous n'exercez plus en tant que médecin, mais qu'est-ce que vous faites maintenant alors ? Donc maintenant j'exerce en tant que psychothérapeute, donc je fais de la psychosomatique en fait, et puis j'écris des livres, je donne quelques conférences à droite à gauche et j'assure une formation de psychothérapeute. Je vais venir, qui va commencer bientôt sur Paris, à l'Île-et-Roses exactement, et qui va durer 1 an à raison de 1 week-end tous les 2 mois. D'accord, on en reparlera en fin d'émission. Parce que je crois que c'est bientôt, hein, c'est en décembre. Oui, c'est le 7 décembre. D'accord. Là, on va plutôt parler du livre que vous avez sorti
chez Edilivre. Voilà. Qui s'appelle Une médecine pour la vie. Une médecine pour la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que surtout votre travail consiste déjà à remettre un peu en cause le travail de Pasteur. On est d'accord ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pasteur a inventé de toutes pièces, sans aucune preuve scientifique, sans aucune réalité expérimentale, le mythe de la guerre bactériologique. Et ensuite, ce mythe a été complété par ses successeurs avec l'aventure des virus, que jamais personne n'a vu. Ce qu'ils croient avoir vu, ce sont les microzymas découverts par Béchamp bien avant Pasteur. Et Pasteur, sur son lit de mort, a reconnu officiellement qu'il s'était trompé et que, en fait, les bactéries n'étaient pour rien dans les maladies et qu'en fait, le terrain était tout, et il rejoignait donc les théories de Claude Bernard et de Béchamp de l'époque. Voilà, donc ça, il est clair que toute notre médecine moderne est une médecine qui est basée sur l'idée que la santé est le résultat d'une victoire contre des bactéries, contre des virus ou contre des cellules cancéreuses. Or, c'est faux, c'est totalement faux. La santé n'est pas une guerre, la santé c'est un processus de compréhension, d'accompagnement de tout ce qui peut nous faire souffrir. Essayer de comprendre que quelque part, chaque fois que nous avons un ressenti trop douloureux, qui est absolument invivable et que nous essayons d'occulter ou que nous n'arrivons pas à assumer, eh bien, quelque part, notre cerveau, qui est un petit peu comme un énorme ordinateur, met en place une pathologie. Et cette pathologie, c'est une soupape de sécurité. Elle n'est pas là pour nous faire du mal, elle est là pour nous sauver la vie, pour nous permettre de survivre dans des situations psychologiques dramatiques. Et puis c'est tout. Et donc si on comprend le processus et si on l'accompagne au lieu de se battre contre lui, il est toujours possible de guérir. Encore faut-il avoir une bonne hygiène de vie, consommer des vitamines régulièrement parce que nous sommes absolument carencés si nous ne prenons pas des suppléments. Voilà, donc, et puis avoir également une vie spirituelle, avoir un moteur quelque part, un sens à notre vie. Voilà, je crois que c'est ce que je peux dire en quelques mots. Oui, alors on revient sur Pasteur, parce que comme vous le dites, toute la médecine occidentale est basée sur les travaux de Pasteur. Hein. Oui, et c'est une guerre. Ils font la guerre. Ils font la guerre, et en même temps, il n'y a pas que ça, parce que Pasteur, finalement, n'a jamais rien découvert. Hein. Absolument. Est-ce que vous pouvez rappeler tout ce qu'on lui doit, et en vérité, à qui on le doit ? Alors, à Pasteur, donc si vous voulez, les soi-disant découvertes de Pasteur, c'est pas très compliqué, hein. Il aurait découvert la loi de polarisation des substances organiques, c'est-à-dire que certaines substances font tourner la lumière polarisée à droite ou à gauche. En fait, c'est totalement faux, c'est pas lui qui l'a découvert, c'est un autre savant de son époque et il s'est approprié ses découvertes. Il aurait découvert la contagion. C'est absolument faux. Les processus de contagion, c'est Semmelweis et Béchamp qui les ont mis au clair. Et la contagion n'est pas du tout ce que l'on croit parce que, en fait, il peut y avoir contamination d'une substance morte, non vivante, non organisée, mais il n'y a jamais de contamination et de guerre bactériologique comme Pasteur le fait croire. En fait, il y a simplement information, et si on a besoin de cette information, eh bien, le corps le met en œuvre. Il aurait découvert le vaccin contre la rage, non ? Alors, il n'a découvert aucun vaccin, il a travaillé sur le vaccin contre la rage, mais c'est d'autres chercheurs qui les ont mis au point, et en particulier les docteurs Roux, Toussaint, Chamberlain, etc., qui ont complètement mis au point les procédés. Et Pasteur a aussi, soi-disant, mis au point le vaccin contre le charbon. Et il n'a jamais donné la recette qu'il a utilisée. Enfin, bon, il a vraiment travaillé de manière tout à fait scandaleuse. En fait, il n'avait aucun scrupule à venir cambrioler le laboratoire de recherche de ses confrères la nuit. C'était un véritable cambriolage et
pendant ce cambriolage, il récupérait les notes qui avaient été déposées sur les paillasses de ses confrères et il s'appropriait leurs découvertes. Alors en plus, on sait bien que le tout premier vaccin, tout le monde pense que c'est Pasteur qui a mis au point l'histoire des vaccins, mais c'est faux. Le tout premier vaccin, c'est un médecin anglais. C'est le vaccin antivariolique et ça date de 1789, c'est-à-dire bien avant la naissance de Pasteur. C'est Jenner, non? C'est Jenner? C'est Jenner, oui. Mais on disait que même, je crois que c'est en Inde ou en Chine, il y avait déjà une... Oui, il faisait déjà des variolisations, mais bon, c'était pas tout à fait aussi anodin que ce qu'a proposé Jenner, qui n'était pas anodin vraiment, mais c'était quand même beaucoup plus dangereux ce qui était fait en Inde auparavant. Bon, parlez-nous un peu de Béchamp, alors, B-E-C-H... C'est Béchamp, on dit, ou Bécamp? Béchamp. Béchamp. Alors, c'est la même époque, hein? C'est la même époque, hein. Pasteur est né en 1822, Béchamp en 1816. Pasteur est décédé, attendez que je vous précise bien, en 1895 et Béchamp est décédé en 1908. Voilà, donc il faut savoir que Béchamp n'avait qu'un diplôme d'ingénieur chimiste, hein. Il n'était pas très très intellectuel, bon, ce qui veut rien dire, mais oui, c'était pas un fort en études. Il a passé je ne sais combien de fois son bac. Il n'y arrivait pas, quoi. Il avait une sainte horreur des mathématiques. Alors Béchamp, au contraire, était vraiment un puits de science. Il avait bûché la pharmacie, les sciences physiques. Il était docteur en médecine. Et puis il a été professeur de physique, de toxicologie, de chimie. Enfin, basta. Il a été doyen de la faculté de pharmacie. Il a travaillé plus de 20 ans à Montpellier. Et c'était un homme absolument désintéressé, qui ne cherchait pas du tout le profit, mais qui voulait comprendre, qui était vraiment un savant dans toute sa splendeur. Il voulait savoir, il voulait comprendre. Et il faut savoir qu'au XIXe siècle, les savants voulaient absolument parvenir à démontrer que la vie et l'univers pouvaient s'expliquer sans Dieu, puisque l'homme était arrivé à créer des machines, le chemin de fer, etc. Et donc, pour pouvoir démontrer qu'on n'avait pas besoin de Dieu pour expliquer la vie, eh bien, on s'est occupé des fermentations. Et on constatait que si on laissait une soupe de légumes sur une paillasse de cuisine, au bout de quelques temps, elle tournait, il y avait des bulles, il y avait des gaz bizarres, plus ou moins nauséabonds qui se formaient. Et quand on regardait au microscope, on observait des microbes. Et donc Béchamp est parti de ses observations et les a reprises. Et il est allé regarder avec son microscope. Il avait un microscope qui grossissait à 700 fois. C'était pas du matériel comme on a aujourd'hui, bien sûr, mais malgré ça, il a très vite découvert, chaque fois qu'il y avait fermentation, des microcellules qu'il a baptisées microzyma. Pourquoi il les a baptisées microzyma? Parce que à l'époque, quand on voulait parler d'enzymes, on disait des zymases. Z-Y-M-A-S-E-S. Et donc, il a très vite compris que ce sont ces microcellules qui synthétisent les imases qui permettent toutes les réactions chimiques à l'intérieur des êtres vivants, quels qu'ils soient. Il a découvert donc ces microzymas dans tout ce qui est vivant. C'est vrai pour les végétaux, pour les insectes, pour les animaux et bien sûr pour les humains. Et à partir de là, il a étudié pendant 30 ou 40 ans ces microzymas. Il a pu démontrer d'une part qu'ils étaient quasiment immortels, c'est-à-dire qu'on retrouvait des microzymas vivants dans la craie fossile qui avait plus de 12 millions d'années. Il a découvert que ces microzymas étaient capables de construire des cellules, des tissus, de mettre en place le tissu conjonctif qui est le squelette microscopique du corps. Il a découvert que ces microzymas donc construisaient les cellules, c'est-à-dire que les cellules en fait n'ont pas de réalité intrinsèque. Une cellule c'est comme une maison, elle est construite avec des briques qui sont vivantes, qui sont ces microzymas. Donc la membrane cellulaire est un agglomérat, c'est comme des microzymas qui font la ronde en 3 dimensions. Il a découvert donc que ce sont ces microzymas qui organisent les organes et puis toute la structure des corps organisés. Ce sont eux qui respirent, c'est à l'intérieur des microzymas qu'ont lieu les combustions qui permettent la vie et la température et la chaleur du corps, etc., etc. Et il a même pu démontrer de manière absolument rigoureuse que ce sont ces microzymas qui bâtissent
les bactéries et qui aujourd'hui sont pris pour des virus éventuellement. Quand les virus ne sont pas des dessins par infographistes, ce sont des microzymas. Quand les images de virus qu'on voit sur Internet ou ailleurs ne sont pas des dessins par infographistes, ce sont des microzymas et rien que des microzymas. Et il faut savoir que le travail de Béchamp était absolument colossal. C'est-à-dire qu'il ne s'autorisait jamais de conclusion hâtive. Quand il acceptait de faire un rapport et de le communiquer à l'Académie des sciences, il avait vérifié la chose de façon absolument rigoureuse. Il n'avait pas peur de refaire 100 fois chacune de ses expérimentations, 50 fois au moins dans des conditions identiques et 50 fois en variant les conditions de l'expérience pour être sûr d'avoir des conclusions certaines. Et nous avons absolument toutes les preuves de son travail, puisque à l'époque, chaque fois qu'un scientifique faisait une découverte, il faisait un rapport qu'il apportait à l'Académie des sciences où un huissier notait le jour, l'heure, la date, le nombre de pages, le titre du rapport, etc. Et donc nous avons absolument toutes les preuves historiques du travail de Béchamp et du non-travail de Pasteur, au sens où Pasteur ne faisait que plagier, recopier les découvertes de ses contemporains. Mais est-ce que Béchamp et Pasteur se sont rencontrés ? Oh que oui. Ils se sont rencontrés déjà à l'école de pharmacie de Strasbourg. Oui, c'est à peu près le seul endroit. Après, Pasteur était toujours à la cour à Paris et Béchamp était à Montpellier, puis à Lille. Vous avez parlé de Claude Bernard tout à l'heure aussi. Oui, Claude Bernard, c'était aussi un savant de l'époque. Je ne sais pas si Béchamp l'a rencontré, je n'ai pas l'information. D'accord. Donc ces microzymas, vous expliquez dans votre livre que en retrouvant des champignons fossiles qui datent de très très longtemps et en mettant pas des champignons, des escargots du calcaire fossile. Du calcaire fossile. En fait, des coquillages qui se sont entassés au fond des mers et donc qui sont constitués de microzymas comme tout être vivant. Eh bien, en mettant ce calcaire ou cette craie dans de l'eau, dans un aquarium par exemple, avec de l'oxygène, de la lumière, etc., eh bien, ces microzymas se réactivent et reconstruisent des coquillages vivants avec l'animal à l'intérieur, complet et tout à fait viable. Et c'est tout à fait merveilleux à voir. Alors, la seule chose qui puisse les détruire, c'est la calcination. Oui, tout à fait. Donc, je pense que les chimiothérapies, ils doivent pas trop aimer. Oui, ils n'aiment pas. Ou les radios. Ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde du sang vivant d'une personne qui est sous chimiothérapie, on constate qu'il y a une véritable tempête de neige parce que quelque part, les microzymas sont excessivement nombreux, excessivement agités parce qu'ils cherchent justement à nettoyer le corps de ce poison. Parce que les chimiothérapies, je ne sais pas si vous savez, c'est la plus gentille des chimiothérapies, c'est le gaz sarin ou le gaz moutarde qui a été utilisé par les Allemands contre les Français pendant la guerre de 14-18. Hein, on est le 12 novembre, hier c'était le mémorial de cette guerre horrible. Et donc c'est ce gaz-là qui est utilisé comme chimiothérapie de base. Donc c'est à peu près 50% des produits chimiothérapeutiques utilisés aujourd'hui. Et les 50 autres pourcents sont 100 à 1000 fois plus toxiques encore que ce gaz moutarde ou ce gaz sarin. Ça, il faut en être bien conscient. La médecine officielle, quelque part, elle est dans une guerre totale. Même la radiothérapie, c'est la bombe atomique. Il faut quand même être conscient que dans une guerre, tout le monde est perdant, même le vainqueur. Donc c'est quand même excessivement dangereux, excessivement risqué de s'en remettre à ces gens-là. Même si on en a besoin. Oui, si on en a besoin, on va pas critiquer ça, mais bon, moi je me demandais, dans la mesure où la seule chose qui puisse les tuer, c'est de les brûler, parce que vous dites que quand ils apparaissent dans un corps, en vérité, c'est pour soigner. Oui, tout à fait. Bon, on fait une pause. Et on se retrouve tout de suite après. Vous quittez pas, vous restez à l'antenne. D'accord. À tout de suite, Alain Scoy. IDFM 98 de la Bande FM, seconde partie de cette émission. Nous ne vendrons pas notre âme au diable, comme l'a dit Florent Pagny. C'était histoire de
dire quelque chose. Vous êtes toujours là, Alain Scoy ? Oui, tout à fait. Alors, on résume un tout petit peu le début de l'émission. Donc, on parle des travaux du docteur Béchamp, du docteur exactement Antoine Béchamp, 1816-1908, qui au 19e siècle était un grand savant qui a œuvré pendant plus d'un demi-siècle sur la réalité microscopique de la vie. Contrairement à ce que nous venons de voir, il travaillait sur le vivant, observant l'évolution de ses expériences sur un microscope optique sans préparation et réalisant de très nombreuses expériences pour conforter ses conclusions. Il a découvert donc les microzymas, mais je crois que à notre époque, il y a certains savants qui ont découvert la même chose, mais qui les ont appelés autrement. Tout à fait. Donc ça date des années 1990-2000. Des géologues ont redécouvert ces microzymas dans des fossiles, dans des météorites, et je ne sais pas pourquoi ils sont allés regarder ce qui se passait dans les calculs rénaux, dans les plaques d'athérome des animaux dans les abattoirs et des choses comme ça, et ils ont constaté qu'ils retrouvaient la même chose, et c'est tout à fait passionnant. Et donc ils les ont baptisés nanobes ou nanobactéries, parce que ils ont pu corroborer toutes les découvertes de Béchamp par rapport à ça, et ce sont des cellules qui mesurent entre 30 et 60 nanomètres de diamètre, c'est-à-dire milliardième de millimètre. Enfin, je ne suis pas très féru sur la physique à ce niveau-là. Voilà. Et alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que une chercheuse, toute une équipe en Australie, l'équipe de Madame Philippa Uwins, U-W-I-N-S, a pu les observer au microscope électronique à très fort grossissement et a constaté qu'il y avait au cœur de chacun de ces microzymas qui a l'apparence d'une petite cellule sphérique, il y avait au cœur de chacun de ces microzymas un cristal de silicium. Et ça pourrait expliquer bien des choses par rapport à l'hérédité, par rapport aux mémoires, la transmission des mémoires. Et ça relègue un peu au second plan l'ADN et l'ARN, qui ne seraient plus les vecteurs des informations héréditaires, mais qui seraient simplement la chaîne de montage de nos métabolites propres. Et en fait, l'information serait transmise soit par l'eau vivante du corps, soit justement par ces cristaux de silicium qui seraient soit les dépositaires, soit les lecteurs de ces informations génétiques. Voilà, donc c'est vraiment un plus qui vient corroborer le travail de Béchamp et le confirmer. C'est absolument fabuleux. Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ces microzymas maintenant ? Comment ils pourraient soigner ? Les microzymas ne soignent pas, ce sont les bâtisseurs de la vie, de A jusqu'à Z, puisqu'ils bâtissent tous les êtres vivants organisés, sans aucune exception. En fait, si vous voulez, le processus de cancer, par exemple, pour prendre celui-là, mettons une tumeur cancéreuse, elle est mise en route sur ordre du cerveau. Donc c'est un processus psychosomatique, c'est une sorte de soupape de sécurité, de bouée de sauvetage. Elle est là pour nous sauver la vie. Donc ce processus est construit par les microzymas sur ordre du cerveau, et lorsqu'il n'est plus nécessaire, le cerveau ordonne le démontage et les microzymas démontent. Et donc le processus de guérison est tout aussi facile que la construction du cancer au départ. Le tout, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une hygiène de vie irréprochable autant que faire se peut, et surtout d'avoir une complémentation en vitamines, parce que s'il n'y a pas de complémentation en vitamines, les microzymas n'ont pas une bonne visibilité, et les tumeurs dépassent les mensurations qui sont ordonnées par le cerveau et peuvent devenir dangereuses et mettre la vie en danger. Mais s'il y a vitamine en quantité suffisante, une tumeur, un cancer ne met jamais la vie en danger. Donc ça, c'est important à comprendre. Alors, les vitamines, c'est tout un chapitre de votre livre, Une médecine pour la vie. Oui. La première, bien sûr, c'est la vitamine C. Alors, la première est la vitamine C. Il faut savoir que l'homme a été créé au départ pour vivre en région équatoriale, pour être essentiellement frugivore, et les fruits des régions équatoriales sont excessivement riches en vitamine C, et par conséquent, l'homme n'avait pas besoin de la synthétiser.
Et donc l'homme fait partie des primates, il en est de même des singes, il en est même des lapins, des cochons d'Inde, de certaines espèces. Et donc il était au départ frugivore et donc il ne sait pas synthétiser la vitamine C. Or, les besoins en vitamine C, si on se reporte à la synthèse des mammifères habituellement, comme les vaches, comme les n'importe lesquels, en revenant au poids moyen d'un être humain adulte, les besoins en vitamine C sont de l'ordre de 10 grammes par jour d'acide L-ascorbique. Voilà, donc c'est une quantité énorme puisque la médecine officielle préconise quelques milligrammes. Donc on est bien loin. 10 grammes, c'est 10 000 milligrammes. C'est énorme par rapport à ce qui est recommandé. Voilà, et c'est vrai que le problème de la vitamine C, c'est que ça met en danger, non pas le corps humain, bien sûr, ça met en danger non seulement les caisses de retraite, mais également les caisses d'assurance maladie et toutes les finances publiques, parce que et même Big Pharma quelque part, parce que avec la vitamine C, on n'est pratiquement plus jamais malade, ou très très peu et très très légèrement. Oui, mais les caisses d'assurance maladie, elles doivent être contentes, elles ont moins à donner. Bon, Big Pharma, c'est une autre histoire. Mais non, justement, elles ne sont pas contentes parce que ce qu'elles n'ont pas à donner pour la maladie, il faut qu'elles le donnent pour la retraite. Parce que ces gens-là vivent beaucoup, beaucoup plus vieux et en très bonne santé. Et donc, c'est très mauvais pour les finances publiques. Bon, enfin, tout ça, c'est un peu caricatural, bien sûr. Alors, vous parlez de vitamine C, un médecin témoigne ou mort subite du nourrisson du docteur Archie Kalokerinos. Ouais. Donc c'est un médecin australien qui a été formé donc en Australie et puis à Londres et qui est allé s'installer donc dans son pays, dans une région où il y avait beaucoup d'aborigènes et qui a très vite constaté que les enfants là-bas mouraient très très rapidement dans les 5 à 6 mois de leur vie, les 5 à 6 premiers mois de leur vie. À l'époque, il n'y avait pas encore de vaccin. Et il a cherché l'explication et il a demandé à ses confrères. Il s'est heurté un petit peu à la même difficulté que moi, sauf que il n'y avait pas la problématique des vaccins pour lui à ce moment-là. Et donc les médecins disaient non, c'est normal, c'est parce que les aborigènes sont sales, crasseux et tout ça. Mais là encore, c'était pareil, c'était une race qui était habituée à ce genre de vie. Bon, bien sûr, ils avaient eu leur territoire, ils avaient été amputés de leur territoire, hein. On leur avait volé leur territoire, on les avait souvent parqués dans des conditions inhumaines et tout ça, mais quand même, normalement, il n'y aurait pas dû y avoir une telle mortalité. Et donc, après quelques années d'exercice, désespéré, il disposait d'un hôpital de campagne, il avait absolument tous les moyens de la médecine moderne pour faire face à ces problématiques de ses enfants, et malgré ça, il mourait entre ses mains. Donc, désespéré, il décide d'abandonner la médecine, de se faire chercheur d'opale, et la veille de son départ, il reçoit encore un enfant dans un état pareil, avec du pus partout, avec des hémorragies dans tous les coins, avec des raideurs méningées, l'équivalent d'une méningite virale, et tout ça. Et bon, je dis, après tout, je vais l'envoyer chez un confrère neuropsychiatre. Voilà, puisqu'il a des symptômes neurologiques, ce sont des enfants qui hurlent de colère tout le temps, en fait, tout ça. Donc il l'envoie chez un neuropsychiatre, un vieux monsieur qui avait de la bouteille, et qui connaissait la maladie de Barlov. Alors Barlov, c'est encore un médecin anglais, comme Jenner, mais un médecin beaucoup plus positif que Jenner par rapport à ses découvertes, parce qu'il a décrit donc le scorbut infantile, et on lui a donné donc le nom de maladie de Barlov. Et donc ce médecin, ce neuropsychiatre a fait une injection intramusculaire de 1 gramme de vitamine C à ce petit bébé et l'a renvoyé guéri chez le docteur Kalokerinos. Et Kalokerinos s'est retrouvé absolument scotché par cette réalité, mais il avait pris la décision de partir, donc il laisse tomber son métier de médecin, il part comme chercheur d'opale, et puis au bout de quelques années, après avoir expérimenté sur sa route, sur les enfants qui étaient malades à droite à gauche, l'efficacité de la vitamine C, au bout de quelques années, il est témoin indirect d'un meurtre d'une équipe de chercheurs par une autre équipe de chercheurs, et pour échapper
on a repéré qu'il avait assisté à la scène pour échapper au tueur qui voulait l'éliminer comme témoin gênant. Il reprend son métier de médecin là où il était auparavant. Et bien sûr, là, il complémente tous les enfants systématiquement en vitamine C et il passe d'une mortalité infantile de 50% à 0%. Et il est tout content, ravi, et tout va bien. Alors, ce qui est étonnant, c'est que nul n'est prophète en son pays, donc les médecins australiens ne l'écoutent pas, ne veulent pas entendre parler de sa découverte, et il part faire des conférences aux États-Unis. Et puis un jour qu'il est en pleine conférence, il reçoit un télégramme de son remplaçant qui lui dit « Rentrez vite, les enfants recommencent à mourir ». Et donc il quitte tout, séance tenante, il prend le premier avion et rentre en Australie pour constater lui-même qu'effectivement, malgré la supplémentation en vitamine C, les enfants recommençaient à mourir à moins de 6 mois. Et donc là, il remet tout en cause, il réfléchit, il travaille pendant des jours, il ne dort plus, il est dans un état de stress inouï. Et puis un jour, l'idée de génie, le flash, vous savez, comme dans Tintin et Milou, la lampe qui s'allume, et bien sûr, on venait de commencer les vaccinations systématiques et obligatoires en Australie. Donc on avait mis les enfants en stress majeur, en stress toxinique. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que dans les vaccins, outre la soupe de purulence qui est soi-disant censée conférer une immunité, il y a un poison violent, essentiellement l'hydroxyde d'aluminium, et qui est vraiment effroyablement toxique et à des doses monstrueuses qui sont bien au-delà de tout ce qui est acceptable par le centre antipoison. Voilà, donc en fait, le vaccin est un stress toxinique monstrueux et qui fragilise les enfants et qui double ou triple les besoins en vitamine C. Et donc, il lui a suffi d'augmenter la vitamine C pour pallier à cette problématique. Il ne mettait pas en cause les vaccins, bien sûr. Et de vacciner plus tard? Non, ça, il a pas remis en cause du tout les vaccins. Non. Ouais. Non. Ok, donc deuxième vitamine, parce qu'il nous reste peu de temps, c'est la vitamine E, qui est peut-être la plus importante aussi. Alors, la vitamine E est extrêmement importante. C'est l'équivalent de la vitamine C pour le cerveau, pour la peau, donc les rides et tout ça, et pour l'endothélium artériel, donc pour tous les problèmes de cholestérol, de plaques d'athérome, etc. Donc c'est vraiment une vitamine extrêmement importante. Bon, normalement, on ne devrait pas être carencé, mais le problème, c'est que avec toutes les pollutions autour de nous, on n'en a pas suffisamment, et donc on a intérêt à se complémenter là aussi, et en quantité très importante. Et ce qui est très important aussi de savoir, c'est que la vitamine E a un effet fluidifiant sanguin, l'équivalent des meilleurs anticoagulants qu'on connaisse, à partir de 1000 à 1500 milligrammes par jour, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il faut savoir que, à part l'héparine, qui est un produit naturel, tous les anticoagulants sont des poisons violents qui agressent le foie. Et par conséquent, on peut éviter de démolir son foie en prenant de la vitamine E à la place des anticoagulants classiques comme le Syntron, le Préviscan et toutes ces cochonneries, quoi. Alors après, il y a toutes les vitamines après, il y a toutes les vitamines du groupe B, donc là aussi, les vitamines du groupe B, c'est hallucinant parce que imaginez que vous ayez une bronchite, un rhume, une infection urinaire, une problématique où qu'elle soit, si vous consommez un complexe de vitamine B suffisamment dosé, à l'exclusion de la vitamine B17 qui n'est pas une vitamine en fait, eh bien vous pouvez guérir avec la même efficacité que les antibiotiques, mais sans aucun effet secondaire, sauf que vous aurez les urines un peu jaunes, fluo pendant quelques jours, et vous pouvez guérir en 24 heures un rhume, une bronchite, une pneumonie guérie en 2-3 jours, quoi. C'est colossal, à condition d'en prendre suffisamment. Donc j'explique tout ça dans le livre aussi. Oui, alors vous dites que la seule vitamine B pouvant présenter des problèmes d'intolérance est l'acide nicotinique ou vitamine B3 ou PP. Mais c'est drôle parce que vous dites que je termine, cette substance peut entraîner des irritations gastriques et des perturbations hépatiques. Le mieux est d'opter
pour la nicotinamide, qui, elle, n'a aucun problème, mais elle a été supprimée. C'était le Nicobion 500. Elle a été supprimée. On la trouve plus en France. On dans les complexes. Hein. On la trouve dans des complexes. Oui, dans les complexes de vitamine P, on va la retrouver. Ouais, parce que le Nicobion, c'était un bon produit. Hein. Oui, bien sûr. Mais chaque fois qu'il y a un bon produit... Non, mais le nombre de produits qui ont été supprimés, c'est... Alors, je me souviens du pelvomagnésium à l'époque, qui était un remède extraordinaire, qui permettait aux femmes qui avaient des tranchées au moment de l'allaitement d'être soulagées. Mais bon, ça a été supprimé. Bon, maintenant, il y a quelques petits laboratoires qui le refont sous un autre nom, mais bon, il faut le trouver, quoi. C'est pas évident. C'est vraiment, on est dans un monde de fous. Hein. Oui, puis c'était des médicaments qui coûtaient pas cher. Pas du tout. C'était pas cher. Alors, il y a aussi une dimension spirituelle dans votre livre. Voilà. Alors après, c'est important d'avoir un sens à sa vie. Donc, si vous voulez, la pathologie, c'est la résultante d'un stress. On en a rapidement parlé tout à l'heure. Et il y a vraiment, c'est une réponse réflexe mise en place par le cerveau par rapport à un stress. Mais il faut savoir que notre esprit ne se situe pas dans le cerveau. Le cerveau n'est qu'un ordinateur qui répond de manière automatique, exactement comme un ordinateur, à des situations extérieures, à des informations qui lui sont transmises par nos 5 sens. Mais si on veut guérir, il faut impérativement englober la dimension spirituelle, c'est-à-dire trouver un sens à notre vie. Et par rapport à cela, et ce que j'explique dans le livre, c'est que quelque part, aujourd'hui, tous les humains sur toute la planète sont croyants. Mais ils ne sont pas croyants en un Dieu créateur, ils sont croyants dans un système médical qui, en fait, n'a rien de scientifique et s'érige en religion avec le grand sacrement que sont les vaccins. On est dans un système complètement loufoque, complètement absurde, qui relève plus ou moins du platonisme, mais qui tient pas la route, quoi, et qui n'a aucune base scientifique. Et si on écoute ce système de la médecine officielle, s'il y a un créateur dans ce système-là, c'est un créateur qui est un abruti et un sadique, parce que c'est un créateur qui non seulement fabrique des chefs-d'œuvre, comme sont les humains, mais qui en plus fabrique des microbes, des virus, des cellules cancéreuses, pour détruire son chef-d'œuvre, pour le casser, pour le faire souffrir. Enfin, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. Donc je crois que aujourd'hui, tous les humains sur la planète sont endoctrinés par cette secte, quelque part, ce système religieux aberrant qu'est la médecine officielle, alors que, bien sûr, il n'en est rien, et c'est nous-mêmes qui construisons nos propres microclimats, qui construisent les bactéries qui ne sont là que pour nous guérir. Les virus n'ont jamais existé, jamais personne n'a pu en prouver l'existence. Tout ce qu'on peut arriver à trouver, ce sont des microclimats et rien d'autre. Et les cellules cancéreuses sont des cellules au fonctionnement turbo qui sont là pour nous sauver la vie, qui se démontent automatiquement quand il n'y a plus besoin d'elles. Donc tout cela est totalement mensonger et ça installe toute l'humanité dans une espèce de désespérance existentielle qui est dramatique. Vous êtes encore en plein délit d'opinion, hein, donc... Ah bah oui, et je crois qu'il faut revenir au vrai christianisme. Et c'est bien qu'on se pose la question, parce que dans votre livre, vous nous faites rire aussi. Alors, notons bien qu'il existe 2 grandes familles de croyances, celle qui élimine la notion de création et donc de créateur, comme le platonicisme, le bouddhisme. Oui. J'ai intégré dans ce groupe la médecine moderne qui relève plus de la religion que de la science. Et le deuxième groupe, celle qui au contraire considère que l'univers est l'œuvre d'un créateur, comme le judaïsme, le christianisme ou l'islam, l'hindouisme, lui, est multiforme. Et vous nous faites rire parce que quand vous dénoncez un peu cette religion qui est devenue la science, on voit qu'il a, c'est dans votre livre, hein, on voit qu'il a beaucoup. Il y a les grands prêtres, il a des grands prêtres. Il y a les temples qui sont les hôpitaux, il y a vraiment tout, quoi. Hein. C'est vraiment calqué sur une religion. C'est vraiment terrifiant, quoi. Alors, vous allez venir sur Paris pendant quelques temps. Voilà, donc ce sera le week-end, vendredi soir, samedi et dimanche, donc à partir du 7 décembre et tous les 2 mois. Et donc, ça sera des séminaires sur quel thème? Ah ben c'est toute cette médecine, hein, donc de A jusqu'à Z, donc toute la dimension scientifique, toute la dimension psychosomatique et entre autres la dimension spirituelle parce qu'elle est essentielle à la psychosomatique. Et puis
voilà, quoi. Et pour vous trouver, on tape votre nom? Alors, il suffit de taper mon nom sur Internet. Le site, c'est www.alain-scoy.com. Et là, vous avez tous les renseignements. Alors, qu'est-ce qu'il en est devenu de l'Institut Paracels? Alors, l'Institut Paracels, c'était la structure juridique que nous avions lorsque nous étions en Espagne. Donc, elle est fermée aujourd'hui. Ok. Alors, vous avez, en tout début de votre livre, vous avez trois phrases, pardon. Une du professeur Antoine Béchamp qui dit que rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Oui. Vous pouvez C'était sa grande devise. Alors, vous pouvez la commenter? Eh bien, c'est sûr que dans la mesure où les microzymas sont quasiment immortels, quelque part, même après notre mort, ils continuent à être vivants. Ce sont eux qui vont construire les bactéries ou les vers qui vont nous démonter. Donc, quelque part, la vie continue et la vie se recycle. Je pense qu'après notre mort, notre corps physique est recyclé et il va donner l'humus et cet humus va permettre à nouveau aux microzymas qui sont là de construire des vies, d'abord de l'herbe et puis à partir de l'herbe d'entretenir la vie animale, insectes, etc. quoi. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment un cycle de vie où la mort n'existe pas quelque part. Hippocrate maintenant qui dit « Dans l'intérieur du corps existe un agent inconnu qui travaille pour le tout et pour les parties qui est à la fois un et multiple. » Ça, c'est absolument merveilleux. Hippocrate a eu cette intuition géniale. Il a vu les microzymas quelque part dans son cœur, dans son intelligence, dans son intuition. Là, il est réellement prophète. Quelque part, c'est un petit peu comme si tous les êtres organisés, qu'ils soient animaux, végétaux, insectes, humains, seraient d'immenses fourmilières, où chaque fourmi est un microzyma. Et chaque fourmi travaille pour le tout, pour les parties. Elles n'ont pas d'identité propre. Une fourmi n'a une identité propre. L'identité, c'est la globalité de l'être organisé. Et donc, cet homme-là avait compris ça. C'est absolument fabuleux. Et la troisième... Donc, c'est Saint-Hildegard de Bingen, oui, qui nous dit que Dieu a créé l'homme comme une merveilleuse pierre précieuse dans laquelle se mire toute la création. Il est clair que l'homme est au sommet du processus créateur à notre niveau, dans la mesure dans ce que nous connaissons. Et il a été créé tellement merveilleusement beau. Il dispose d'un esprit, il dispose d'une capacité à recevoir, à donner, à vivre l'amour. C'est absolument fantastique. Donc j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est que l'amour dans le livre, parce que on s'imagine que l'amour, c'est l'amour inconditionnel, mais non, il y a bien plus grand, bien plus fort que l'amour inconditionnel. Il faut aller bien au-delà. ça c'est votre dernier chapitre. Voilà. Et l'amour, le plus grand amour qu'on puisse avoir. Alors le plus grand amour, c'est l'amour oblatif, c'est l'amour où on se donne et on reçoit. L'autre, chacun se donne à l'autre. Et c'est ce auquel les chrétiens nous invitent quelque part. Dans le christianisme, nous sommes invités à nous donner à Dieu et Dieu se donne à nous en retour. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une divinisation qui nous est offerte et ça donne sens à notre vie, ça nous ouvre face à l'intensité. Donc il est clair que le paradis islamique, il est ce qu'il est, mais bon, moi, on peut avoir des jeunes gens beaux comme des perles qui vous servent des boissons et des fruits merveilleux. On peut avoir 70 jeunes filles toujours vierges que l'on peut violer, à qui on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, ça d'accord, moi je veux bien, ça peut être amusant quelque temps, mais l'éternité, ça va finir par être lassant, quoi. Donc je crois que si on veut envisager l'éternité, il faut aller plus loin que l'islam. Sinon, enfin bon, c'est mon point de vue, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. D'accord. Donc, rappelez la phrase de Pasteur sur son lit de mort. Oh là là, attendez. C'est le terrain qui fait tout, ça c'est une partie. Voilà. Je vous pose une colle, Oui, oui, voilà. Bernard avait raison, donc il parlait de Claude Bernard, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Donc il a affirmé ça sur son lit de mort à son ami le docteur Renon. C'est publié par Léon Deloum
Le titre du livre s'appelle De Claude Bernard à Darsonval, librairie Bayer et Fils, et ça a été publié en 1939. Malheureusement, ça n'a jamais été entendu. Ben non, mais peut-être que parce que ça intéresse beaucoup de personnes qu'on parte sur des choses, enfin sur des faussetés, quoi. C'est-à-dire que ça permet justement de vendre tout un tas de produits pour comme vous dites, pour faire la guerre. Pasteur de son vivant était déjà un collecteur de fonds, quoi. Il était là en train d'essayer d'émouvoir les riches veuves et tous ces gens-là pour récupérer les héritages et tout ça, quoi. L'Institut Pasteur a été créé comme ça, hein. C'est vraiment une embrouille et une escroquerie de A jusqu'à Z. Oui, ils ont même récupéré Mérieux, d'ailleurs. Oui, maintenant, bon, c'est Mérieux maintenant, non? C'est Mérieux, Pasteur? Non, je ne je crois que bon, c'est pas grave. C'est bien au-delà. On est sur des multinationales à l'échelle mondiale. Et bon, j'ai vu hier un film terrifiant sur le 1000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ah, c'est un film à voir. C'est étonnant. Étonnant. Bon, on n'en dira pas plus. Le titre de votre livre, c'est Une médecine pour la vie. Voilà, et c'est aux sortir de la guerre, de la mort et rentrer dans la vie. Ouais, ça serait bien. Et c'est aux éditions Edilivre et vous appelez Alain Scohy, S-C-O-H-I. Vous avez une... Y à la fin. Oui, c'est ça. S-C-O-H-Y, pardon. Voilà. Vous avez on peut le commander dans toutes les librairies ou on peut le commander sur Amazon ou sur le site Edilivre. C'est pas un livre trop difficile à lire, même s'il y a quand même... Il y a même des pages en anglais dedans. Hein. Oui, il y a tout un chapitre, puisque la vitamine C a été expérimentée par les Américains sur le cancer en injectable, et ils ont des résultats étonnants. Donc, j'ai retranscrit l'article tel que. Ok, donc qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer juste l'émission ? Je crois que ce qu'il faut, c'est avoir un sens à notre vie et avoir un espoir, parce que c'est vrai que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est vraiment terne et tout ça. Et je crois que nous pouvons recevoir l'amour de Dieu. Et si nous acceptons de recevoir cet amour de notre Créateur, tout peut s'arranger. La maladie peut guérir, même les problèmes de manque, les problèmes politiques et tout ça peuvent trouver leur solution, mais ce sera par le spirituel qu'on y arrivera et pas en se bagarrant ou en essayant de faire des révolutions, parce qu'on l'a vu avec Karl Marx. Ou de créer des armées. Voilà, de créer des armées. Oui. Il faut arrêter, quoi. Hein. Je crois que la vie, c'est l'amour. C'est d'abord l'amour. Eh ben, ce sera une belle fin. La vie, c'est d'abord l'amour. Voilà. Et donc, Alain Scohy, S-C-O-H-Y, et vous retrouvez tout sur Internet, je pense. Oui, tout est marqué. Merci à vous, Alain. Avec plaisir. Merci, Joël. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.